Ces rencontres, elles ont été bâties avec vraiment l'idée de amener devant vous, devant un public, des auteurs qui utilisent la langue française aujourd'hui et qui, a priori, par leur naissance, rien ne les prédestinait à utiliser cette langue. Les trois précédents invités venaient d'Afghanistan, c'était Shabnam Zaria, venait de Bosnie, c'était Velibor Čolić, et venait de Pologne, Marzena Sowa. Bon, chacun, l'une faisait de la bande dessinée, l'autre faisait un roman et du cinéma, et le troisième avait d'abord écrit des romans en serbo-croate et écrivait depuis 4 livres en français. Lui, il avait changé de langue, contrairement aux autres invités, et contrairement à notre invité de ce soir. Donc c'était l'idée de départ, ces auteurs qui venaient d'ailleurs et qui donc utilisaient le français aujourd'hui comme langue d'expression, par choix, par hasard de l'histoire, par mauvais hasard parfois, bon hasard aussi. Bon, des itinéraires très divers. Et tous avaient en commun, certes, d'utiliser le français, mais aussi de parler, d'évoquer le pays d'avant. Ce travail, je l'ai fait en français, spontanément. Et alors que non seulement ce travail de mémoire, et qui après, je tiens, c'est pas seulement un témoignage, c'est pas, je le vois pas comme un témoignage, c'est un roman à partir d'une matière de mémoire vive, comme ça. Tout ceci avait été vécu en espagnol. Tout ceci avait été vécu en espagnol, en Argentine, à La Plata. J'avais des souvenirs très précis gravés en moi en espagnol. Des scènes, des conversations, qui certaines se retrouvent dans le livre. Mais en les écrivant, je n'ai pas eu l'impression de traduire quelque chose. Je l'ai fait vraiment spontanément en français. C'est allé très vite. Une fois que j'ai fait ce second voyage et que je me suis plongée que j'ai repris contact avec cette matière que j'avais laissé reposer 3 ans. Donc, le processus a été très long d'écriture de manège, mais j'ai travaillé par à-coups, comme ça. Et donc en 2006, j'ai repris ce livre et voilà, le livre a pris sa forme. Et je l'ai envoyé chez Gallimard, c'est allé vite. Voilà, il est accepté, il a été publié. Ce qu'il y a de bizarre à l'avoir écrit en français, j'en ai pris conscience après en Argentine, en fait. Parce que bon, le livre a été traduit dans d'autres langues, mais la première traduction, ça a été en espagnol. Et quand je me suis retrouvée en Argentine avec ce livre qui s'appelait La Casa de los Conejos, mais bon, c'était un des titres possibles pour moi chez Gallimard aussi. Donc, c'était un des titres, un de mes premiers titres. Hein, j'hésitais entre les différents titres. Bon. Quand La Casa de los Conejos a été publié en Argentine, on m'a dit mais ça c'est un livre argentin. Bon. On poursuit de feuilleter vos livres. On va retrouver la petite fille qu'on a quittée donc dans la maison clandestine. Elle va rejoindre sa mère. Vous avez évoqué ce moment tout à l'heure. Elle va venir à Paris, ou du moins le croit-elle. Elle croit qu'elle est à Paris. Elle se retrouve dans la banlieue est, au Blanc-Ménil. Et Blanc-Ménil, c'est pas tout à fait Paris. Pendant ce temps-là, le père, vous l'avez dit tout à l'heure, est toujours, lui, emprisonné en Argentine. Alors les premières images, c'est quand même une grande déconvenue, parce qu'elle a mythifié Paris, et le résultat est quand même là aussi un peu décevant. Oui. Alors, juste pour donc le bleu des abeilles et ensuite la danse de l'araignée, ce sont 2 livres dans lesquels j'ai retrouvé la voix de l'enfant de Manège. Donc, ils forment une sorte de trilogie. Bon, ils sont présentés de cette manière-là. Ce n'était pas une trilogie volontaire du tout. Chaque livre est venu en son temps. Et ils peuvent se lire totalement indépendamment les uns des autres. Ils peuvent se lire absolument indépendamment les uns des autres. Il faut toujours dire ça, parce que c'est bien commercialement. Non, mais c'est vrai. C'est pas une histoire commerciale. C'est pas une histoire commerciale. Mais c'est vrai que ce sont 3 livres où il y a la même voix. Et en fait, le bleu des abeilles est vraiment né de la réception de Manège en Argentine. Donc quand j'ai dit au tout début, tout le monde s'étonnait que j'ai pu écrire ce livre en français. Et on me disait, ça c'est un livre argentin. Et parfois,
même plus que ça, dans la presse en Argentine, donc j'ai eu un grand accueil tout de suite avec Manège là-bas. Et parfois c'était occulté que je l'avais écrit en français. Bon, écrit en français, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, d'autant plus que le livre a été publié là-bas comme un livre. Alors, le nom du traducteur apparaît, Leopoldo Brizuela, en plus c'est un grand écrivain argentin. Mais chez mon éditeur argentin, Manège est publié et tous mes livres d'ailleurs, dans la collection de littérature hispanoamericana, donc Libro Argentino. Sauf que mes livres sont les seuls dans cette collection-là qui sont des livres en traduction, tous. Et en Argentine, on s'étonnait beaucoup, beaucoup. Et j'ai pris conscience peu à peu de quelque chose au fil des livres et de l'écriture. Et moi, je réfléchis lentement. Je sais pas. J'ai pris conscience du fait que le français m'avait énormément aidé dès mon premier livre pour tout, en fait. Et pourquoi ? Pourquoi j'avais écrit si spontanément en français en allant chercher des souvenirs douloureux et de silence ? C'est parce que justement c'était en français. Donc, Le bleu des abeilles, je dirais que c'est la petite fille de Manège qui, dans un livre qui peut se lire sans avoir lu Manège, mais qui entre dans la langue qui va lui permettre de quitter le silence, la noirceur et la peur qui l'a tétanisé. Et donc le bleu des abeilles, c'est... oui, alors ça se passe en Blanc-Ménil, mais il y a pour moi deux fils importants dans ce livre. À la fois la correspondance qu'elle continue à avoir avec son père. D'une façon très singulière. Voilà. Donc le père est resté... Donc je vais parler à la troisième personne, parce que bon, c'est un personnage pour moi, mais bien sûr c'est mon histoire, en grande partie. Enfin, oui. Donc, le père est en prison en Argentine, ils s'écrivent une fois par semaine. Donc en espagnol. En espagnol. Parce qu'il faut que ça soit lu. Voilà, une correspondance qui est lue. Une correspondance qui est encore soumise au régime de la parole d'avant. Une parole sous contrôle. On ne peut pas tout dire. Il n'est jamais question de la prison dans les lettres, parce qu'il ne peut pas en être question. Ni de la politique. Ni de politique, bien entendu. Donc il parle de livres. Il n'est jamais question de l'apprentissage du français. Enfin, il est question de l'apprentissage du français, mais en espagnol. Pourquoi il ne peut pas y avoir de mots français dans cette correspondance? Pourquoi? Parce qu'il faut montrer patte blanche. On se fait fouiller d'une certaine manière la correspondance, comme on se faisait fouiller dans Manège. Donc il y a toujours cette relation avec le régime de la parole d'avant, et puis en même temps, elle entre dans la langue française. Et en même temps, elle découvre une autre relation au langage. Une langue qui lui fait plaisir, une langue qui lui permet de sortir peu à peu qui lui pose des problèmes aussi. Qui lui pose des problèmes aussi, mais il y a une dimension ludique. Et donc il est essentiellement question, dans le bleu des abeilles, de l'entrée dans la langue française aussi. C'est le début du livre. Le point de départ de mon voyage se trouve quelque part sous mon nez. Qu'est-ce qui est quelque part sous le nez? C'est l'entrée dans la langue, dans l'autre langue, dans une langue où tout d'un coup, il y a des nasales. Donc quand on vient de l'espagnol, qu'est-ce que c'est que ça? Pain, pom, point. Voilà, donc il y a toute une série de choses. Un U qui est impossible au départ. Et donc il y a toute cette dimension physique de l'apprentissage d'une langue, parce qu'on apprend une langue un peu comme un sportif. Voilà. Il y a E muet, fabuleux, une langue qui arrive à jouer avec le silence. Hein. Donc c'est pas le silence de Manège, c'est le silence avec lequel on joue. Et donc il y a toute cette entrée dans la langue française que je voulais suivre pas à pas. Hein. J'essayais de reprendre cette entrée dans la langue qui tient de la libération, mais pas seulement. Il y a une sorte de plaisir sensuel aussi quand on apprend une langue, en particulier cette langue-là, à découvrir soudain des régions, je dirais, sous le nez, dont on ignorait presque l'existence. Parce que, ben oui, en espagnol, il y a 5 voyelles. En
français, il y a combien de phonèmes vocaliques, je dirais le linguiste, je ne sais pas, 16 ou 19, ça dépend. Donc, entendre d'abord la différence entre main, mon, moins. D'abord, on a l'impression que c'est une blague hein, quand on vient d'espagnol. C'est la même chose. Quoi, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand on reçoit un point, un pont ou un pain, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc d'abord les entendre et puis ensuite les trouver. Pas pareil. D'abord on n'entend rien. Ensuite il y a l'étape où l'on entend enfin. Et puis la victoire c'est quand on trouve et quand on sait où ça se place. Ce que vous dites aussi très bien dans ce livre, c'est le regard des autres, le regard des copains, des copines, parce que vous êtes l'étrangère, Oui. Et en plus une étrangeté rare. Oui, L'Argentine, c'est pas très habituel. On ne sait pas très bien où c'est d'ailleurs. C'est une espèce de terre dont on n'a aucune représentation, et ça crée une étrangeté dans l'étrangeté. Oui, une étrangeté dans l'étrangeté, d'autant plus que l'Argentine est très présente dans le quotidien de cette petite fille qui, en plus, vit presque en ayant en tête les lettres qu'elle va écrire. Donc, non seulement elle est là-bas aussi, mais elle est ici. Et ce là-bas n'existe pas pour les autres, pour beaucoup d'enfants. Pour les enfants qu'elle croise au Blanc-Ménil, l'Argentine, c'est une station de métro. En fait. Donc, c'est un peu embêtant. Et de faire exister ce pays-là pour les autres. Alors, la langue, c'est une chose, mais il y a aussi les goûts. Vous parlez de la cantine, vous parlez des repas, vous parlez du reblochon, vous parlez de Claude François aussi, dans les approches de la culture française, il en fait partie. Il y a toutes ces découvertes de la petite fille encore. Oui. Et ça, c'est les choses évidemment que vous avez vécues, mais que vous avez, j'allais dire, facilement retrouvées adultes. Vous avez ça encore en bouche ou dans l'oreille ou dans les yeux? Moi j'aime beaucoup écrire sur les premières fois en fait. Ouais. Et les premières fois linguistiques avec tous ces sons, les premières fois gustatives aussi, et puis avec le fromage c'est quelque chose ces premières fois là. Donc oui, je crois qu'il y a une intensité des premières fois qui est très, très belle. Cette histoire d'être une auteure argentine en français, ça vous est reproché. Vous le vivez comment? Vous êtes à chaque fois obligé de vous expliquer en quelque sorte, plus ou maintenant, justifier presque. Plus maintenant. C'est vrai que c'était le cas quand il y a eu la publication de mon premier livre. Cette étrangeté d'avoir un bout d'histoire argentine, parce que c'était accueilli de cette manière-là, immédiatement, qui arrivait depuis un autre pays et une autre langue. Et donc, souvent, on m'interrogeait là-dessus. Et maintenant, plus. Maintenant, c'est connu que j'écris en français et pourquoi j'écris en français. Et la place qu'a le... C'est-à-dire, j'ai l'impression que le français m'a permis aussi d'être peut-être un écrivain argentin, si je le suis, mais même si je me sens aussi française. Vous êtes traductrice par ailleurs, vous enseignez les littératures, mais vous êtes aussi traductrice d'autres auteurs hispanophones. La tentation de l'auto-traduction, non, c'est quelque chose qui vous a effleuré? Non, parce que je traduis dans l'autre sens. Ouais. Et pour moi, c'est très important de traduire de l'espagnol vers le français. Ça fait partie, j'ai l'impression de travailler mon écriture un peu comme un pianiste qui fait ses gammes. Moi, j'ai besoin de ça, de me reconnecter avec ma langue maternelle et de tirer les textes vers ma langue d'écriture. J'ai besoin, et c'est un travail qui m'apporte énormément. Mais du coup, traduire dans l'autre sens, c'est pas quelque chose dont j'ai le désir, même si je lis de très près les traductions de mes livres en espagnol. Vous êtes casse-pied avec vos traducteurs? Oui, un peu. Et là, pour Manège, dernièrement, il y a eu une édition nouvelle, avec quelques modifications que j'ai faites par rapport à la traduction de Quand je dis casse-pied, ça veut dire que vous intervenez dans la traduction, vous disons, relisez, vous... J'osais pas au début, et maintenant je sais que la justesse de la traduction m'importe énormément. Et
Et ça a été difficile parfois de découvrir voilà, que je n'entendais pas les choses exactement comme j'aurais voulu les entendre en espagnol. Mais c'est délicat parce qu'en même temps, je ne me traduis pas moi-même. Donc idéalement, j'aimerais être en dialogue avec un traducteur. En tout cas, là, dernièrement, il y a une nouvelle... c'est pas une nouvelle traduction, c'est toujours la traduction de Leopoldo Brizuela, mais avec des petites modifications en espagnol, avec une très belle préface de Daniel Pénac, qui m'a fait ce beau cadeau. Et ça vient d'être publié en Argentine. C'est aussi pour ça que j'étais là-bas. Donc, édition de... réédition, en fait c'est la 16e ou 17e, je ne sais plus, mais nouvelle forme, traduction légèrement modifiée par moi, mais toujours sur la trame de la traduction de Leopoldo Brizuela de Manège. J'aimerais pour terminer cet entretien, puis avant de vous donner la parole si vous le souhaitez, on est à Paris, on parle de l'Argentine, c'est une vieille histoire quand même entre l'Argentine, la France, Buenos Aires, Paris. Beaucoup d'auteurs argentins se sont passés, vous avez été précédé par des grands, des très grands. Bianchetti a changé de langue et est venu lui aussi au français, est allé à l'Académie française même. Et il a toujours dit que le français lui avait permis de dire des choses qu'il n'avait jamais dites en espagnol. Vous alliez un petit peu dans ce sens-là tout à l'heure. Comment vous expliquez ce lien? Il y a aussi des grands noms de la culture française qui sont nés ou qui sont passés par Buenos Aires, que ce soit, je sais pas, Bernard Blier ou René Goscinny. Oui, bon, c'est pas un Kessel aussi, Jérôme Savary, enfin bon, ils sont nombreux. Comment vous expliquez ces liens entre ces deux capitales? Il y a des liens forts. L'Argentine est un pays très francophile depuis très longtemps. Pourquoi cette francophilie? Alors, je pense qu'il faut aller chercher déjà du côté du passé colonial argentin et latino-américain. La francophilie, je crois, est forte en Amérique latine. Pourquoi? Parce que les relations avec l'Espagne sont complexes. Et au moment des indépendances, le modèle de la Révolution française était le modèle fort. Donc, c'est voilà ce qu'on peut dire rapidement. Et puis après, il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, il y a eu des liens forts, toujours. Ça continue, c'est encore le cas aujourd'hui. Ah oui. Ça veut dire que certains auteurs sont ici aujourd'hui, peut-être de jeunes auteurs, et on ne le sait pas, on ne les connaît pas. Ou pas. Est-ce qu'il y a l'équivalent des Saer, des Sabato, des Cortázar, qui sont tous passés par Paris? Oui, il y a Eduardo Berti, que j'aime beaucoup, qui habite à Bordeaux. Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a une attention portée à la littérature française en Argentine qui est très forte. Il y a vraiment un intérêt, une présence particulière de la littérature française. Moi, j'étais donc en Argentine il y a peu de temps, et avec des journalistes, des gens qui évoluent dans le milieu de la culture, qui sont de grands lecteurs de littérature française, classiques, mais pas seulement, contemporaines aussi, qui peuvent vous parler de Carrère ou d'Eschnoz, parce qu'ils les ont lus, et pour qui ça a une importance, une présence. Bonjour. Vous avez commenté dans un moment que vous vous sentez française. Qu'est-ce qui signifie être française pour vous? C'est beaucoup de choses. Je pense que je me sens aussi argentine, je me sens française. Pour moi, c'est important ce que la France m'a apporté. J'ai l'impression, là, on parle toujours d'exil, de déracinement en termes négatifs. Moi, j'ai l'impression que je me suis enracinée aussi en France, que c'est un nouvel enracinement, au sens fort. J'ai l'impression que c'est très lié à la langue, et j'entendais une romancière dire autour de cette question d'exil elle disait, mais en se révoltant un peu par rapport
tout ce qu'on peut entendre autour des racines. Voilà, il disait, moi je ne suis pas un arbre. Voilà. Et effectivement, c'est très bien je trouve que c'est très riche de se projeter en itinérance et en liberté par rapport à ces questions-là. Et on sait très bien les échos que peut avoir tout le discours sur les racines, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que je me suis déracinée et que je me suis de nouveau enracinée quand même. Et que sans ce nouvel enracinement, j'aurais été un peu un arbre mort. Et ce nouvel enracinement, il est très lié à la langue et à ce que la langue m'a apporté. Et la langue française, autour de ce que j'ai dit précédemment, par rapport au silence argentin. En espagnol, moi j'ai appris à me taire. J'ai appris à me surveiller, j'ai appris à avoir peur. Avoir peur des mots. Et c'est en France que j'ai appris à oublier cette peur-là, en même temps que j'apprenais le français. Donc, c'est pour ça que moi j'ai un sentiment de gratitude très, très fort vis-à-vis de la langue. Et pour moi, ça passe d'abord par la langue. Voilà. La question que je me posais justement, c'était quand vous parlez l'espagnol, est-ce que ça vous remet dans un sentiment d'angoisse que vous aviez quand vous étiez petite, alors que justement le français vous a permis de le dépasser? Je sais pas, parce que c'est vrai que là je reviens d'Argentine où j'ai beaucoup parlé de mes livres. Et maintenant, j'arrive à en parler de manière un peu, et à évoquer, on me pose beaucoup de questions, notamment sur la vie dans la clandestinité, etc. J'arrive à l'évoquer. Mais j'ai l'impression que j'arrive à l'évoquer mieux maintenant, en étant moins dans l'anxiété, parce que je sais que je vais reprendre un avion et venir à Paris, en fait. Vous êtes française. Ouais, peut-être. Et donc, je me sens plus libre et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir par rapport à ce que je disais, ce que m'a apporté le français. J'en ai pris conscience au moment de la parution de Manège là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir en me disant « j'ai vécu quelque chose de proche, mais je n'arrive toujours pas à en parler, merci d'avoir écrit ce livre ». Et ce type de réception, c'est quelque chose que j'ai entendu une fois, 2 fois, 3 fois, on me l'a écrit, redit, etc. Et quand le nombre a fait que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose. Et ça m'est encore arrivé aujourd'hui. C'est une responsabilité aussi. Je reçois très régulièrement de mails de lecteurs. Là, parce que le temps passe. Et donc là, c'est la fille de quelqu'un qui me dit, voilà, ma mère a vécu quelque chose de proche, merci d'avoir écrit ce livre. J'ai compris en vous lisant ce qu'elle avait vécu. Parce qu'elle, voilà, toujours, on n'en parle pas ou peu. Et, ça crée des responsabilités, ça? Ou pas? C'est étrange, parce que je reçois beaucoup de messages de lecteurs. Ouais. Argentins, beaucoup. Ouais. Français, parfois, ça arrive d'ailleurs aussi, mais c'est vrai beaucoup. Ouais. Argentin. Bonne fin de soirée à tous et bonne lecture. Merci.